J'étais sur la banquette arrière d'un VTC lorsque c'est arrivé. La pluie barbouillait les vitres, ma cravate était à moitié dénouée, et j'avais un sandwich de conférence à moitié mangé sur les genoux. Mon téléphone a vibré 3 fois. Première vibration, une photo. Deuxième, un texto. Troisième, un message vocal. La photo, c'était elle. Trina, dans une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant, debout à côté d'un homme dont la main était clairement posée sur le bas de son dos. Bien qu'il essayât de rester discret, elle rayonnait. Sur toutes nos photos récentes, j'avais l'air d'un cadavre. Mais elle avait l'air vivante maintenant. Vivante avec lui. Le message disait, « Tu ne me mérites pas. Tu ne m'as jamais mérité. » Mais je ne savais pas comment le dire jusqu'à maintenant. C'était tout. C'est comme ça qu'elle a mis fin à 6 ans de mariage. Pas avec une dispute, pas même avec honnêteté, juste un message reçu à l'arrière d'une Toyota Camry pendant que je mâchais de la dinde rassis et que j'essayais de ne pas m'effondrer devant un inconnu avec 5 étoiles sur Uber. Je n'ai pas répondu. Je ne suis pas rentré chez moi non plus. J'ai dit au chauffeur de m'emmener chez mon frère. J'y suis resté, sur son canapé, pendant 5 nuits. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace pour réfléchir, mais je passais le plus clair de mon temps à fixer son ventilateur de plafond, essayant de comprendre à quel moment précis j'étais devenu si facile à quitter. Mes amis disaient des choses comme « Elle court après quelque chose d'illusoire » ou « Tu vaux mieux que ça, mec ». Mais ils ne comprenaient pas. Je n'étais pas en colère contre elle. J'étais en colère contre moi-même de ne pas l'avoir vue venir. Ou pire, de l'avoir vue et d'avoir prétendu que ce n'était pas réel. Les semaines ont passé. Elle a déménagé. Elle a pris la machine à expresso mais a laissé l'album de mariage. Quelle poésie! Je me suis muré dans le silence. Je suis devenu insensible. Je l'ai laissée partir parce qu'elle avait clairement besoin de partir. Mais ensuite, sorti de nulle part, j'ai reçu l'email. Un nom que je n'avais pas lu depuis les cartons de réponse de notre mariage est apparu en gras. Réunion de la promotion 2014 du lycée Chesterfield. Vous êtes invité. J'ai failli rire. Trina avait toujours adoré ce lycée. Une fois, elle m'avait forcé à regarder le diaporama de sa réunion, comme si c'était une série spéciale Netflix. Elle disait toujours que c'était le dernier endroit où elle se souvenait s'être sentie vraiment importante. Alors pourquoi avais-je soudainement envie d'y être? Je ne sais pas. Peut-être que je voulais la voir de l'extérieur, sans les vœux et les attentes. Peut-être que je voulais la regarder dans les yeux et lui demander en silence, étais-je vraiment si indigne? Ou peut-être, au fond de moi, savais-je quelque chose qu'elle ignorait? Que tout était sur le point de changer. Elle était en retard. Bien sûr, elle l'était. Trina a toujours soigné ses entrées. Et à la réunion du lycée Chesterfield, cela signifiait arriver avec 45 minutes de retard, juste assez longtemps après le début de l'open bar pour que les gens commencent à murmurer « Est-ce qu'elle va même venir ?» Je n'avais pas prévu de boire, mais au moment où elle est entrée, j'en étais à mon 3e soda, prétendant que c'était du whisky. Mes mains n'arrêtaient pas de s'agiter. Je n'arrêtais pas de plier et de déplier le carton d'invitation qu'on nous avait donné à l'entrée, comme s'il avait une signification. Il n'en avait aucune. Rien n'en avait jusqu'à son arrivée. Au moment où elle a franchi les portes de la cour, l'atmosphère a changé, comme dans une scène de film qui ne prend pas la peine de cacher son personnage principal. Elle portait cette même robe rouge de la photo. Celle qu'elle m'avait envoyée, comme si elle en était fière, comme si c'était un drapeau planté dans un nouveau territoire auquel je n'appartenais pas. Mais l'homme à ses côtés n'était pas celui de la photo. Non, ce type était plus âgé. Rasé de près, grand, athlétique, avec un faux bronzage qui s'arrêtait à l'encolure. Il avait l'air de quelqu'un qui donnait des ordres pour gagner sa vie. Une confiance de cadre supérieur. Trina s'accrochait à son bras comme s'il était un trophée qu'elle avait gagné après des années à porter un mari poids mort. Comme je l'entendrai dire plus tard près des hors-d'œuvre. Je suis resté assis loin de la piste de danse, assez près pour observer, mais assez loin pour ne faire partie de rien. C'est alors que quelque chose d'étrange s'est produit. Un par un, les gens ont commencé à me jeter des regards. Pas juste des coups d'œil rapides, de vrais regards insistants. Comme s'ils essayaient de me situer. Je n'avais pas tant changé que ça, n'est-ce pas? Les mêmes lunettes, une coupe de cheveux légèrement meilleure, la même expression neutre que j'arborais pendant la majeure partie de notre mariage.
Puis j'ai vu Jessica Monroe, l'ennemie de lycée de Trina. Nous nous étions rencontrés 2 fois. Elle était l'une des rares à avoir été sincèrement gentille avec moi à notre mariage. Elle a croisé mon regard, a légèrement incliné la tête, puis a marché droit vers moi. Je me suis préparé à la pitié, mais au lieu de ça, elle a dit « Je suis choquée que tu sois venu ». J'ai ri nerveusement. C'est si évident que je ne suis pas à ma place. Non, dit-elle en se penchant plus près. C'est juste que, après ce que Trina a raconté sur toi, j'imaginais que tu ne voudrais plus rien avoir à faire avec elle. Qu'est-ce qu'elle a dit sur moi? Jessica a fait une pause, puis a secoué légèrement la tête. Laisse tomber. Ça ne vaut pas la peine d'être répété. Mais elle raconte une version bien différente de votre mariage. J'ai senti quelque chose se tordre en moi. Un nœud sombre qui se resserrait. J'étais resté silencieux tout ce temps, respectueux, discret, la laissant vivre la vie qu'elle pensait mériter. Mais maintenant, les gens ne me voyaient pas comme quelqu'un de calme, mais de complice, comme si son histoire était la seule version qui comptait. Plus tard dans la soirée, tout le monde s'est rassemblé près du brasero. Un type avec une guitare acoustique jouait des reprises de chansons que personne n'avait demandées. Et il y avait un siège vide juste à côté de moi. C'est à ce moment-là que Trina s'est finalement approchée. Elle n'a pas dit bonjour. N'a même pas eu l'air surprise de me voir. Elle s'est juste assise comme si rien ne s'était jamais passé entre nous, comme si j'étais toujours à elle, celui à côté de qui elle pouvait s'asseoir. Puis, sans me regarder, elle a dit « Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment ». J'ai fixé le feu, forçant ma voix à ne pas se briser. Moi non plus. Elle a siroté sa boisson. Tu as l'air d'aller bien. J'aurais pu dire tellement de choses, mais au lieu de cela, j'ai laissé le silence s'installer. Puis elle a murmuré quelque chose de si froid que cela m'a glacé le sang. J'espère que tu ne diras rien ce soir qui pourrait te mettre dans l'embarras, ou me mettre dans l'embarras. C'est là que j'ai su. Il ne s'agissait pas de tourner la page. Il s'agissait de contrôle, d'image, de manipulation. Et pour la première fois depuis des mois, je ne me suis pas senti petit. J'ai senti autre chose monter en moi. Pas de la colère, pas de la vengeance. De la clarté. Et je n'allais pas la gâcher. Trina avait toujours été douée pour cerner l'ambiance d'une pièce, mais elle n'avait pas remarqué combien de regards l'avaient suivie lorsqu'elle s'est assise à côté de moi près du brasero. Son arrivée était subtile, certes, mais elle n'est pas passée inaperçue. Les mêmes personnes qui murmuraient autrefois qu'elle était trop bien pour moi regardaient maintenant comme si elle s'attendait à une scène. Et peut-être avait-elle raison. Mais je n'allais pas leur donner ça. Pas encore. La lumière du feu vacillait sur son visage alors qu'elle croisait les jambes et redressait le dos. Posture parfaite, rouge à lèvres parfait, performance parfaite. Il était clair qu'elle pensait toujours avoir le dessus, comme si ma seule présence était une excuse silencieuse pour toutes les défaillances imaginaires qu'elle avait racontées à tout le monde. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que je n'étais pas venu pour la reconquérir, ni pour la supplier, ni même pour parler. J'étais venu pour voir, pour comprendre, pour l'observer sans le filtre de la culpabilité ou de l'amour. Et c'est là que tout a commencé à s'effilocher. Elle s'est penchée assez près pour que je puisse sentir le parfum qu'elle portait toujours quand elle voulait quelque chose. C'est mon patron, au fait, dit-elle en désignant d'un signe de tête l'homme qu'elle avait amené. Enfin, en quelque sorte. Il possède le cabinet. On est devenus proches, dit-elle. Proches, comme si c'était censé me piquer, mais tout ce que je ressentais, c'était de l'épuisement. J'ai juste hoché la tête et gardé les yeux sur le feu. Elle a attendu un instant, s'attendant probablement à une réaction. N'en obtenant aucune, elle s'est agitée sur son siège, comme si elle était soudainement mal à l'aise. « Tu vas vraiment rester assis là sans rien dire ?» demanda-t-elle à voix basse. « Je devrais faire autre chose » ai-je répondu, toujours calme. « Tu es bizarre, Darren. Tu as toujours été bizarre. C'est une partie du problème. Tu n'as jamais su comment être normal avec les gens. » Ah, la voilà. Le mépris désinvolte déguisé en préoccupation. Avant, ça m'anéantissait. Maintenant, ça sonnait juste comme une réplique apprise par cœur. Je n'ai pas répondu. Et le silence a dû la déstabiliser, car elle s'est levée brusquement et a marmonné, n'importe quoi, avant de s'éloigner vers le bar du patio. Je pensais que ce serait la fin. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit.
Un type que je me rappelais à peine de sa liste d'invités au mariage s'est approché. Il s'appelait Cory. Je crois qu'il avait été l'un de ces anciens amours qui juraient n'être que des amis. Je ne l'ai jamais aimé, mais je le tolérais pour elle. Maintenant, il me regardait comme si j'étais un puzzle dont il avait enfin la pièce manquante. Tu sais, dit-il en se glissant dans le siège vide que Trina venait de quitter, beaucoup de gens pariaient que tu ne viendrais pas, j'ai haussé les épaules. Beaucoup de gens avaient tort. Il a eu un sourire narquois. Trina a beaucoup déblatéré depuis le divorce. Elle a dit que tu l'avais supplié de rester. A dit que tu avais pleuré sur le porche comme un chien battu. Je n'ai pas bronché. Laisse-la parler. Cory s'est penché, la voix basse. Tu devrais probablement savoir quelque chose. Son patron, il est marié à l'une des meilleures amies de ma sœur. Trina, c'est son projet parallèle. Tout le monde le sait, sauf elle. Ça a atterri comme un coup de massue. J'ai cligné des yeux, laissant le poids de cette information s'installer. Je n'étais pas surpris qu'elle soit passée à autre chose rapidement, mais devenir le secret de quelqu'un d'autre. La femme qui se disait trop évoluée pour les drames ordinaires était maintenant le cliché même qu'elle se plaisait à moquer. Tu es sérieux, ai-je demandé. Cory a hoché la tête. Très sérieux. Et écoute ça. Elle a dit aux gens que tu étais émotionnellement instable. C'est pour ça qu'elle est partie. C'est drôle, venant de la femme qui pleure dans les parkings pendant les brunchs. Je ne savais pas si je devais rire ou crier, mais je n'ai fait ni l'un ni l'autre, car à ce moment précis, j'ai vu Trina revenir du bar avec 2 verres à la main et un air de douceur étudié sur le visage. J'ai souri pour la première fois depuis des mois. Pas parce que j'étais heureux, mais parce que je comprenais enfin les règles du jeu. Elle pensait qu'elle était en train de gagner. Elle ne savait pas qui l'observait, et elle ne s'attendait certainement pas à ce que j'allais dire ensuite. Trina s'est rassise à côté de moi comme si elle n'était pas partie en trombe quelques instants plus tôt. Elle m'a tendu l'un des verres sans me demander ce que je voulais. Je l'ai pris quand même, non pas parce que je voulais partager quelque chose avec elle, mais parce que j'en avais fini de prétendre être fragile. Si elle voulait danser autour de l'illusion de la civilité, très bien, je pouvais le faire. Pendant un instant, elle a levé son verre dans un petit toast factice et a dit « Regarde-nous, assis ici comme de vieux amis. Je savais que tu n'étais pas aussi amer que les gens le disaient. » C'était sa technique. Désarmer avec le charme. Te faire un compliment tout en te tirant le tapis sous les pieds. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé remplir l'air avec sa version fantasmée de notre histoire, parce que j'avais besoin d'entendre à quel point elle s'était éloignée de la réalité. Je veux dire, je l'admets, a-t-elle continué en sirotant. J'aurais peut-être pu être plus douce. Mais tu n'as jamais rendu les choses faciles, Darren. Tu as toujours été si invisible. Comme si tu voulais disparaître en moi. J'ai besoin de quelqu'un qui me stimule, pas de quelqu'un qui me donne l'impression d'être la mère d'un homme-enfant. Elle a dit ça en riant, comme si tout était inoffensif. J'ai regardé les flammes crépiter dans le brasero, et j'ai pensé à toutes les nuits où j'étais resté éveillé à chercher comment rendre son voyage d'anniversaire surprise parfait. Comment j'avais appris à cuisiner l'impossible recette de poulet au citron de sa mère juste pour qu'elle se sente chez elle pendant une période difficile. Comment j'avais fait des heures supplémentaires pour nous offrir cette deuxième voiture dont elle disait avoir besoin pour être prise au sérieux au travail. Mais je n'ai pas interrompu. Pas encore. Puis elle s'est penchée comme si elle me faisait un cadeau et a dit « Mais regarde-toi maintenant. Tu es venu. C'est courageux. La plupart des hommes dans ta situation auraient fui tous à par embarras. Je suis honnêtement impressionné. » C'était ça. Ce mot, embarras. Je me suis tourné lentement vers elle, tenant toujours le verre qu'elle m'avait donné, et j'ai enfin parlé. L'embarras, c'est de mentir sur son mariage pour se rendre intéressante. Son sourire s'est figé. L'embarras, ai-je ajouté, c'est de penser que personne ne sait que ton patron est marié, ou que tu es le sujet des commérages au brunch, et non l'objet de leur envie. Elle a cligné des yeux. La couleur a légèrement quitté ses joues. Je ne suis pas venu ici pour me battre, Trina. Je ne suis pas venu pour prouver quoi que ce soit. Je suis venu pour écouter, pour te voir tel que tu es devenu sans moi. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai continué. Tu as dit aux gens que je t'avais supplié de rester, que j'avais pleuré. Peut-être que je l'ai fait, mais je n'ai jamais menti. Je n'en avais pas besoin, parce que la vérité reste toujours plus longtemps dans l'esprit des gens. Et devine quoi?
Elle est en train de te rattraper. Elle a regardé autour d'elle, soudainement incertaine du nombre de personnes à portée de voix. Le murmure de la musique douce et des conversations désinvoltes continuait, mais elle ne pouvait pas dire qui aurait pu entendre. Et cela l'effrayait plus que tout ce que j'avais dit. Je suis au courant pour la femme, dis-je doucement. Et que tout ce spectacle, cette réunion, cette robe, ce petit jeu de pouvoir, ce n'est pas pour lui ou pour eux. C'est pour toi, parce que tu as besoin que quelqu'un te regarde comme si tu étais toujours la fille qui avait tout pour elle. Elle s'est levée, le verre tremblant dans sa main. Tu es pathétique, a-t-elle chuchoté. J'ai souri doucement. Peut-être, mais je dors bien la nuit. Elle a tourné les talons et est partie en trombe dans la foule. Et tandis qu'elle disparaissait entre les lumières du patio et les rires de la fête, je ne me suis pas senti vengé. Je me suis senti lucide. Mais juste au moment où je pensais que la soirée avait atteint son apogée, quelqu'un d'inattendu s'est approché de moi. Ce n'était pas une de ses amies. C'était sa femme. Et la façon dont elle m'a regardé m'a dit que cette histoire était loin d'être terminée. Elle n'était pas bruyante. Elle n'est pas arrivée en trombe comme une femme bafouée. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui avait déjà décidé quoi faire. Et chacun de ses pas était délibéré. Ses talons claquaient doucement sur les dalles du patio tandis que la foule autour du brasero riait de vieilles blagues d'annuaire et chantait en chœur la pire reprise de « Monsieur Brightside » que j'ai jamais entendue. Elle portait un blazer couleur crème sur un chemisier en satin blanc, un pantalon de tailleur, et arborait une expression qui ne mendiait pas l'attention. Elle exigeait le respect. Elle s'est arrêtée juste avant le banc sur lequel j'étais assis, les mains soigneusement jointes devant elle, les yeux fixés sur moi comme si elle connaissait déjà les grandes lignes de mon histoire, mais voulait l'entendre de la seule autre personne qui pouvait voir l'ensemble du tableau. « Vous êtes Darren, n'est-ce pas » demanda-t-elle. J'ai hoché lentement la tête. « Oui. Et vous devez être. » « Valérie, dit-elle. La femme de Marc. Marc. C'était donc son nom. L'homme que Trina avait amené. Celui qu'elle appelait son patron. Je n'avais entendu parler de lui que par fragments, jamais son nom complet. Mais la façon dont Valérie l'a dit, comme si elle me mettait au défi de le nier, a tout confirmé. Elle s'est assise à côté de moi sans attendre la permission. Assez près pour que je puisse voir la subtile contraction de sa mâchoire lorsqu'elle la serrait. Toujours composée, mais à peine. Je n'allais pas venir ce soir, dit-elle, le regard droit devant, la voix calme. Mais quelque chose me disait que je devais le faire. Alors je l'ai fait. Et maintenant, j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Je suis désolé, ai-je dit, bien que les mots aient semblé stupides en sortant de ma bouche, comme s'excuser pour une tornade que l'on n'a pas provoquée mais dans laquelle on a été emporté. Ne le soyez pas, a-t-elle répondu immédiatement. Je ne suis pas ici pour la pitié. Je suis ici pour une confirmation, et vous venez de me la donner. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une boîte à bagues en velours, du genre qui vient avec des promesses que les gens ne tiennent pas toujours. Elle l'a ouverte nonchalamment, comme si elle vérifiait son rouge à lèvres. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant qui scintillait sous les guirlandes lumineuses au-dessus de nous. Trop brillante pour une fête comme celle-ci, trop symbolique pour être ignorée. Elle lui a donné ça, dit Valérie. Il l'a rendue. Il lui a dit que c'était trop tôt, qu'il n'était pas encore prêt à me quitter. Je ne savais pas quoi dire. Je fixais juste la bague comme si elle contenait toutes les pièces du puzzle que je ne savais même pas que j'essayais de résoudre. Trina avait offert une bague à cet homme. Mon ex-femme. La même femme qui m'avait dit un jour qu'elle ne croyait pas au rituel dépassé, proposant le mariage à quelqu'un d'autre tout en portant techniquement encore mon nom de famille. Elle ne sait pas que je sais, continua Valérie. Elle pense que je crois que ces week-ends de networking sont réels. Mais j'ai vu les textos. J'ai entendu les appels. J'ai vu la façon dont elle entre dans une pièce comme si elle lui appartenait, jusqu'à ce qu'elle voie quelqu'un qui se souvient de la vérité. Je l'ai enfin regardé. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que, dit-elle, quelqu'un doit lui rappeler que les gens ne disparaissent pas simplement en silence. Vous ne méritiez pas ce qu'elle vous a fait, et moi non plus. Aucune alliance ne se formait entre nous. Pas de complot. Juste une étrange gravité partagée qui nous avait entraînés dans la même orbite de trahison. Nous étions des notes de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais peut-être, pour une fois, étions-nous prêts à en réécrire la fin. Valérie s'est levée, a lissé sa veste et a fait un signe de tête vers la salle de banquet.
Il danse là-dedans. Elle agit comme si de rien n'était, mais elle est sur le point de découvrir que quelque chose s'est passé. Je suis resté assis alors qu'elle s'éloignait, cette boîte en velours toujours ouverte dans sa main. Je ne pouvais plus bouger, plus respirer pendant une seconde, car au fond de moi, je savais ce qui allait arriver. Trina n'allait pas être prise au dépourvu par un drame. Elle allait être exposée par la seule personne qu'elle avait le plus sous-estimée. Et j'étais aux premières loges. Depuis le banc à l'extérieur de la salle de banquet, je pouvais entendre la ligne de basse marteler à travers les murs et la foule applaudir à contretemps sur un remix pop. J'imaginais Trina là-dedans, probablement au centre de la pièce, prétendant que nous n'existions pas, prétendant que sa vie n'avait pas laissé derrière elle une traînée de gens brisés nettoyant en silence le désordre qu'elle avait créé. Mais cette fois, quelqu'un allait parler. Valérie n'était pas revenue. Elle avait franchi ses portes vitrées comme si le sol lui appartenait. Et je ne l'avais pas revue depuis. Je ne savais pas ce qu'elle allait faire. Et honnêtement, peu m'importait que ce soit dramatique ou discret. Quoi qu'il en soit, la vérité n'était plus enterrée dans des textos de banquette arrière et des commérages de brunch murmurés. Elle était vivante maintenant, visible. Finalement, la curiosité m'a arraché à ce banc. J'ai contourné le bâtiment et me suis glissé dans la salle de banquet par une entrée secondaire près de la table du DJ. Les lumières étaient basses, des néons brillaient le long des murs, baignant tout le monde dans des bleus et des violets oniriques. De l'autre côté de la pièce, près de la fontaine de champagne, Trina dansait. Pas de manière sauvage, pas de manière désordonnée. De manière calculée. Son rire caractéristique résonnait tandis qu'elle se balançait. Sa robe rouge attrapait la lumière, son bras glissait dans celui de Marc. Il n'avait pas l'air d'un homme amoureux. Il avait l'air d'un homme en représentation. Puis je l'ai vu. Valérie. Elle ne fonçait pas sur eux. Pas de scène dramatique comme dans les films. Elle attendait juste en bordure de la foule, observant. Et dans sa main, la boîte à bagues en velours était maintenant ouverte, exposée, suspendue délicatement à ses doigts comme un piège qui s'était déjà refermé. Le DJ a commencé à parler par-dessus la musique. Très bien, Chesterfield, c'est l'heure de notre dédicace souvenir. Un de nos anciens élèves a envoyé celle-ci avec une note qui dit, à la femme qui pensait que personne ne savait, celle-ci est pour toi. Robe rouge. Quelques personnes ont ri, certaines avaient l'air confuses. Trina s'est figée. Les premiers accords de « You Resauvin » ont commencé à jouer, forts et reconnaissables entre tous. Des halètements, puis le silence. Marc a lentement retiré son bras de celui de Trina. Il n'était pas confus. Il savait exactement ce que c'était. Elle s'est tournée vers lui avec un air d'incrédulité frénétique, mais il s'éloignait déjà. Et puis Valérie s'est avancée, calme comme jamais. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas jeté la bague. Elle l'a simplement tendue, l'offrant à Trina comme le reçu d'une transaction qui n'était plus valide. Mauvais doigt, dit Valérie assez fort pour que les tables autour d'eux entendent. Mauvais homme. Tout est mauvais. Trina a regardé autour d'elle alors que les gens commençaient à sortir leur téléphone. Pas pour filmer, juste pour se souvenir, parce que c'était le moment où le fantasme s'est brisé. Son expression s'est tordue, non pas de culpabilité, mais de peur. Peur que l'histoire lui échappe. Peur que tous ceux qui l'admiraient autrefois voient maintenant la vérité. Et puis elle m'a vu, de l'autre côté de la piste de danse, immobile, les mains dans les poches, en train de regarder. Sa bouche s'est légèrement ouverte, peut-être pour m'appeler, peut-être pour supplier, mais je n'ai pas bougé. Ce n'était pas à moi de finir ça. C'était à elle de le vivre. Elle a tourné les talons et est sortie de la pièce en trombe, ses talons claquant comme des coups de feu contre le carrelage. Valérie est restée immobile. Marc avait disparu. Le DJ, que son âme maladroite soit bénie, a essayé de rebondir avec un « bon, passons à quelque chose de plus léger ». Mais les dégâts s'étaient déposés comme de la poussière sur tout. Je suis sorti par l'arrière, le cœur battant, non pas à cause de l'adrénaline, mais de la libération. Le poids était parti, la confusion, la culpabilité, les questions, tout était remplacé par la clarté. Elle avait dit un jour que je ne la méritais pas. Mais ce soir, devant tous ceux qui y croyaient, elle a prouvé à quel point elle avait tort. Je suis resté assis dans ma voiture pendant près d'une heure après avoir quitté la réunion. Garé à un pâté de maison du lieu. Moteur éteint, doigts serrés autour du volant. Non pas parce que je ne savais pas où aller,
mais parce que pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, je ne devais de réaction à personne. Je n'attendais pas que Trina appelle. Je ne rédigeais pas un texto poli pour maintenir la paix. Je ne me réfugiais pas dans le silence pour qu'elle puisse avoir le dernier mot. Je n'avais plus besoin de me justifier, mais elle a quand même essayé. Il était près de minuit quand mon téléphone a vibré. Un texto. Son nom a illuminé l'écran, toujours enregistré dans mes contacts, bien que j'ai supprimé nos photos il y a des mois. Pendant un long moment, j'ai juste fixé la notification sans l'ouvrir. Je savais déjà que ce ne seraient pas des excuses, pas des vraies. Trina ne disait jamais pardon. Elle remodelait les histoires jusqu'à ce qu'elle en sorte blanchie. Finalement, la curiosité l'a emporté. Tu n'étais pas obligé de rester là comme ça. Je comprends, Darren. Tu es en colère. Mais c'était cruel. Cruel. Ce mot pesait dans ma poitrine comme une brique. Elle se voyait toujours comme la victime. Croyait toujours que le silence équivalait à l'agression. Ne voyait toujours pas que sa chute n'avait pas été orchestrée par moi. Elle avait été plantée et arrosée par ses propres choix. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. 15 minutes plus tard, un autre message. Les gens pensent tout savoir maintenant. J'ai perdu un client ce soir. Valérie leur a dit que j'étais manipulatrice. Tu trouves ça juste? J'ai failli rire. Juste. Elle s'inquiétait de la justice maintenant, après avoir incendié notre mariage avec un détachement calculé et joué la muse impuissante pour un homme marié. Non, je ne trouvais pas ça juste. Je trouvais que c'était la justice, silencieuse, poétique et attendue depuis longtemps. Pourtant, je n'ai pas répondu. Le pouvoir du silence ne m'avait jamais semblé si fort. Elle a appelé ensuite. J'ai laissé sonner une fois et j'ai refusé l'appel. Puis encore. Refusé à nouveau. Au 4e appel, j'ai finalement décroché. Pas pour crier, pas pour jubiler, mais parce que je voulais qu'elle entende ce qu'elle ne pouvait plus déformer. Trina, dis-je calmement. Tu n'as plus le droit de réécrire cette histoire. Darren, non. Je l'ai coupé. Tu as dit que je ne te méritais pas. Tu as dit que j'étais invisible, oubliable, faible. Et peut-être que je l'étais à l'époque. Peut-être que je le croyais. Mais ce soir, la seule qui a disparu. C'est toi. Je ne t'ai pas exposé. Je n'ai pas poussé Valérie. J'ai juste existé assez longtemps pour que la vérité te rattrape. C'est tout ce qu'il a fallu. Silence. Puis elle a posé la question que je savais qu'elle allait poser. Celle que tous les manipulateurs posent lorsque leur image commence à se fissurer. M'aimes-tu encore? Je n'ai pas hésité. Non, dis-je. Je pleure la femme que je pensais que tu étais, mais cette femme n'a jamais existé. Et aimer celle que tu prétendais être n'est pas la même chose que t'aimer toi. Elle a expiré brusquement, comme si je venais de la frapper. Tu le regretteras, a-t-elle lancé. J'ai souri. Je l'ai déjà regretté. Pendant 6 ans. C'est fini maintenant. Et j'ai mis fin à l'appel. Pour la première fois. C'est moi qui ai mis fin à l'appel. J'ai regardé l'écran s'éteindre et j'ai su qu'elle ne dormirait pas cette nuit-là. Non pas parce que je lui manquais, mais parce qu'elle comprenait enfin qu'elle ne contrôlait plus le récit. L'homme qu'elle avait sous-estimé était resté silencieux. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il attendait. Attendait que la tempête s'épuise d'elle-même. Et maintenant, il ne restait que des cendres. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le soleil. Je m'attendais à me sentir vide, comme tous les autres matins depuis son départ. Mais quelque chose était différent. La pression dans ma poitrine avait disparu. Pas de poids, pas de questions, juste de l'air. Du silence. Le genre de silence qui ne ressemblait plus à une punition, mais à la paix. J'ai préparé du café dans ma petite cuisine. La même machine qu'elle avait un jour tournée en dérision pour être trop basique. Je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé le ciel devenir orange au-dessus des toits. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas pris mon téléphone pour voir si elle avait envoyé un autre message. Je ne me suis pas demandé ce qu'elle faisait ou avec qui elle était. Elle n'était plus le centre de mes pensées. C'était moi. Plus tard dans la journée, je suis allé à la librairie que j'aimais tant, un de ces endroits calmes et poussiéreux qui sentent le papier et les souvenirs.
La propriétaire, une femme aimable nommée Margot, m'a reconnu. Elle m'a demandé où j'étais passé. J'ai souri et j'ai dit, en train de me remettre sur pied. Elle n'a pas insisté. Elle m'a juste montré une étagère et a dit, vous avez toujours aimé les mémoires. Je suis reparti avec une pile de livres et quelque chose d'autre que je n'avais pas prévu, un numéro. Margot l'a écrit sur mon reçu avec un clin d'œil. Au cas où vous voudriez parler un jour, a-t-elle dit. C'est drôle, Trina détestait cette librairie. Elle disait que ça l'endormait. J'avais l'habitude de hâter mes visites pour éviter sa désapprobation. Mais ce jour-là, je suis resté. J'ai lu. J'ai laissé les heures passer sans culpabilité. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai finalement fait quelque chose que j'évitais depuis des mois. J'ai supprimé la dernière photo de nous. Ce n'était pas dramatique, pas de larmes, juste une reconnaissance silencieuse que je n'avais pas besoin de m'accrocher à une version de l'amour qui n'existait que dans ma mémoire. Je n'avais rien à prouver. Ni à elle, ni à personne. Parce que j'avais enfin appris quelque chose qu'elle n'a jamais compris. La page ne se tourne pas quand ils admettent qu'ils ont eu tort. Elle se tourne quand vous n'avez plus besoin qu'ils le fassent. C'était ma fin. Pas la vengeance, pas le regret. La liberté. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce voyage. Ce n'était pas facile à raconter, mais c'était réel, et j'espère que cela a signifié quelque chose pour quelqu'un. Maintenant, c'est à votre tour. Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà vécu un moment où les mensonges de quelqu'un d'autre se sont effondrés et tout ce que vous aviez à faire était de rester immobile? Ou peut-être un moment où le fait de partir vous a rendu votre voix? Parlons-en ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à Reddit Confessions pour plus d'histoires comme celle-ci, réelles, brutes et honnêtes. On se retrouve dans la prochaine.